Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le grand forum en ce mercredi 16 novembre. J'espère que vous allez tous bien, ravi de vous retrouver avec une belle émission, encore une fois aujourd'hui, très animée. Voici le programme. Le grand forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le zapping tout à l'heure, le quiz, sans oublier le quiz évidemment, et une chronique de MAM tout à l'heure, la belle histoire des génériques consacrée à un programme court aujourd'hui. La battle à quelques jours de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde de malaise pour certains. Peut-on faire abstraction et suivre ce rendez-vous footballistique? C'est ce qu'on vous pose comme question aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît évidemment sur le Qatar et sur cette Coupe du Monde, sur son attribution, etc. Eh bien on en parlera tout à l'heure, on en débattra bien sûr. D'immigration il en sera question, avec un sujet qui divise plus que jamais à l'Assemblée nationale. On verra la colère, on écoutera la colère de Darmanin hier en réponse à une question d'une députée du Rassemblement National. N'oublions pas que le Rassemblement National et le Front National. Et pour commencer évidemment, focus sur ce qui s'est passé, l'actualité avec ces missiles visiblement ukrainiens qui auraient atteint la Pologne, qui ont atteint la Pologne, bilan de morts. Et c'est le branle-bas combat évidemment au niveau de l'OTAN et des diplomaties. On sera en direct d'ailleurs dans quelques instants avec celui qui fait la tournée des plateaux en ce moment, l'expert monsieur Emmanuel Dupuis, qui sera avec nous dans quelques instants sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver, c'est parti pour votre grand forum, comme chaque jour en direct avec vous au 01 40 33 9000. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum, tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et avec nous aujourd'hui pour cette émission, pour débattre, pour nous donner évidemment leurs avis qui nous intéressent plus que jamais, notre Nasser Lajili. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu, notre Nasser Lajili. Comment il va? Il fait du thé, très bien. Bravo, bravo monsieur Nasser Lajili. C'est bravo ça, il fait du thé, tout va bien. Comment ça va mon Nasser? Ça va très bien, je te remercie Christophe. Ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. C'est vrai que ça fait un moment, ouais. Oui. On revient tout doucement, mais ça va. Bon, très bien. Sonia Mebrek est aussi avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Sonia, toujours secrétaire médicale? Toujours, je n'ai pas changé de boulot. Toujours Ouais. le même. Bon, elle va Fidèle très au bien. poste. Et il en manque un. Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, où la fraternité ne rime pas avec ponctualité aujourd'hui, pour notre ami Pierre-Henri. Mais sans nul doute qu'il a une bonne raison, évidemment, à nous invoquer. Alors, on va commencer par quelques clins d'œil. Sonia, évidemment, en 1997, c'est le décès, la mort d'un ancien secrétaire du Parti communiste, monsieur Georges Marchais, effectivement. Est-ce que tu te rappelles, mon ACR, de quelques moments de télévision, notamment avec Georges Marchais, avec Jean-Pierre Elkabbach, notamment vous avez vos questions, j'ai mes réponses, etc. Exactement. Non, mais il était sans pitié, en plus, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Ouais, un monsieur, évidemment, qui a animé, effectivement, enflammé, que dis-je, les plateaux. Des plateaux de télé. Sonia, ça te dit quelque chose, Georges Marchais? En tout cas, il a marqué son temps et puis ça nous manque des gens comme lui. Oui, effectivement. Il en faudrait un peu plus. Alors, est-ce qu'un Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire oublier Georges Marchais? Je ne pense pas. Ah ouais? Ouais, mais après. Je pense pas. C'est pas le même genre, je trouve. Ouais, c'est pas le même personnage. Ah oui, Ça, quand c'est même. sûr. Mais je trouve que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus habile que Georges Marchais. Georges Marchais, il parlait cru. Il parlait cru. Je pense qu'il était un peu plus direct. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui avait quand même assez d'arguments. Oui. Bah, il a moi, je énormément d'arguments quand il débat avec quelqu'un. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas photo. C'est vrai. Alors oui, c'est vrai. Bon, en fait, Jean-Luc Mélenchon a quand même 30 ans de PS derrière lui, donc c'était un politique. Oui. Georges Marchais, c'était un syndicaliste, quoi, chef de parti, de syndicat, secrétaire du Parti communiste. C'est vrai, du Parti communiste, c'est important, mais c'était quand même un syndicaliste dans l'âme, on va dire. Oui, mais faut rappeler que le Parti communiste aussi a participé aussi au gouvernement du Parti socialiste. Absolument. Voilà, Mitterrand notamment. Mitterrand, absolument. Dans les tout débuts. Et on peut dire que voilà, le communisme des années 80 n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a complètement disparu. On ne sait même plus s'il existe. Après, d'ailleurs. Mélenchon, c'est plus un meneur, je dirais. Ouais. C'est un meneur, quoi. Ouais. C'est un leader. Un leader. Ouais, Un leader. voilà. Un leader. Plutôt un leader. Ouais, À vous de choisir. Oui. Et puis tiens, dans l'histoire, dans une guise de clin d'œil aujourd'hui, en 2000, c'est la première visite d'un président états-unien en la personne de Bill Clinton au Vietnam.
C'était jamais arrivé depuis la fin de la guerre au Vietnam. Voilà, donc c'était symbolique quand même en 2000, Bill Clinton. Et puis en Algérie, 1995, élection de Yamin Zerwal comme président, qui a été un président qui a quand même fait beaucoup de choses, qu'on a d'ailleurs pour beaucoup attribué à Bouteflika, mais on peut dire que Zerwal avait vraiment préparé le travail pour ce qui a été de la paix qui est intervenue hier avec la fameuse concorde civile et compagnie. Yamin Zerwal a fort bien travaillé pour le coup, pour y parvenir. Voilà. C'était les clins d'œil, évidemment. Et d'ailleurs, oui. qui est une personne qui est très populaire en Algérie. Oui. Il vit comme l'ensemble de la population. Donc il n'a pas de garde du corps quand il marche. Simple. Très simple, Ouais, tout très à fait. simple, Là, il est revenu sur la vie quotidienne. Ce qui est très rare, d'ailleurs, ce qui est très très rare. Très, très exactement. Et puis il s'est pas attaché au pouvoir. Au contraire, tu vois. Absolument. Il a fait sa Il a mission. fait son travail quand il fallait et il est reparti. Voilà. Il est reparti, effectivement, contrairement à Pour le celui bien. qui lui a succédé, qui a voulu pour le faire bien de son 5 pays. mandats. Absolument. Bon, le peuple en avait décidé autrement, visiblement. Exactement. Pour ce qui est évidemment de Bouteflika. Voilà pour ce qui est des clins d'œil de ce mercredi 16 novembre. On en débattra tout à l'heure de cette Coupe du Monde au Qatar. Elle fait beaucoup jaser, elle fait beaucoup couler d'encre. Je sais que tu as un avis très tranché, mon Nasser, là-dessus. Ouais, bah oui, non mais quand même. La question que l'on vous pose aujourd'hui, cette Coupe du Monde de malaise, parce qu'il y a quand même plusieurs malaises, droits humains, problèmes environnementaux, faux supporters dans le clip de campagne. Voilà, il manque pas. Il y a plein de choses qui effectivement posent problème. Est-ce que pour autant on peut faire abstraction et regarder, suivre ce rendez-vous footballistique? Abstraction de tout ça, voilà. Est-ce qu'on peut avoir la conscience tranquille et regarder cette Coupe du Monde comme si de rien n'était? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, vous y répondez sur le grand forum FM2, bien sûr. On en débattra tout à l'heure avec vous, chers amis auditeurs, en direct. Pas de nouvelles de Pierre-Henri? Je pense qu'il doit être en route. Sûrement dans les Je ne sais pas où il est, Pierre-Henri. Alors j'espère qu'il ne va pas nous faire le coup de Nicolas Jeannetet à chaque fois qu'il arrive en retard et qu'il nous dit c'est la faute d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, ouais, ça c'est la réponse facile. Ça. Vous avez vu le C'est plutôt Jean Castex. la passe d'armes entre Rachida Dati et Hidalgo. Elle l'a accusé. Assez violente. Ouais, c'était violent. Hein, c'est violent. Ouais, à propos de l'augmentation, et c'est là aussi violent, de 50% de la taxe foncière pour les Parisiennes et les Parisiens. Alors qu'elle avait promis durant la campagne de ne pas augmenter les impôts. Est-ce qu'elle aurait fait mieux, Rachida Dati? Je ne sais pas. Sérieusement. Je ne sais pas. Voilà, on parle de braquage. Oui, je ne pense pas qu'elle aurait fait mieux. Moi, je pense qu'elle aurait même peut-être fait exactement la même politique qu'Hidalgo sur l'augmentation de la taxe foncière. Oui. Donc, faut être honnête là-dessus. Après, la ville de Paris, elle est endettée. Il faut le savoir. 10 milliards d'euros, c'est énorme. Mais pourquoi autant de travaux? Ah non, mais je suis d'accord. Mais après, c'est vraiment de l'argent aussi. Ça reste quand même la capitale de la France et il y a aussi... Et la capitale des rats aussi. Hein. Pardon, et les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc, il faut aussi savoir accueillir les Mais il faut quand même penser aux citoyens, aux Parisiens, et puis à d'autres aussi. Non, ça devient un luxe d'habiter Paris, franchement. Oui. Alors, j'ai peut-être un avis tranché par rapport à vous, mais concernant les pistes cyclables sur la ville de Paris, je trouve que c'est très très bien ce qu'elle a fait. Ah ouais? Même si ça ne plaît pas à énormément de monde, je pense qu'à un moment donné, il fallait aussi que la ville de Paris soit... Non, mais sauf que ça a mal été pensé, Nasser. Mais peut-être, ou c'est peut-être arrivé un peu trop tard. C'est peut-être arrivé un peu trop tard. C'est super dangereux, les pistes cyclables. Moi, alors, peut-être que l'argument, il faudrait peut-être tenir aussi aujourd'hui, c'est est-ce que c'était le moment de le faire sur les pistes cyclables? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre soit ou le faire 10 ans avant les Jeux Olympiques, ou soit après les Jeux Olympiques. Mais franchement, en termes d'environnement, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus honnête de faire cette démarche. Non, mais le faire, il n'y a aucun problème, Nasser, sauf que ça a mal été pensé, et de faire cohabiter un vélo et un bus, parfois c'est très incompatible. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà, il y a les angles morts et compagnie. Et puis le problème, c'est pas les vélos ni les trottinettes, ce sont ceux qui les conduisent. Ils font n'importe quoi, ils respectent rien. C'est des kamikazes. Ça, je suis totalement d'accord. Ils respectent pas les feux rouges. J'ai manqué d'en taper un, moi. Oui, mais il y en a. Je vous le dis, il y en a qui va se prendre une droite un jour, franchement. Oui, mais bon, il vaut mieux éviter quand même. Bah oui, non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, quand on a affaire en plus à des gens irresponsables qui ne respectent aucun code de la route et qui en plus se permettent de gueuler. Oui, mais Christophe, on est quand même responsable. À partir du moment où on conduit et tout ça, on est responsable. Et rappelons que la violence est le refuge des incompétents. Je le précise. Non à la violence. Ah non, jamais, toujours. Non à la violence, évidemment. Bon, dans un instant, c'est l'actualité du jour, évidemment. C'est dans le fait du jour, on va en parler parce que ça fait... ça inquiète, évidemment, de ce qui s'est passé hier. Un pays de l'OTAN, la Pologne, visée par des missiles
qui sembleraient être des missiles ukrainiens. On a plein de questions à poser à Emmanuel Dupuis dans un instant, et puis on en débattra évidemment. Est-ce que ça vous inquiète, vous, auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Alors c'est vrai que les télévisions hier soir étaient extraordinaires. C'est-à-dire que quand on a appris l'info, tout de suite, d'un bloc, c'était des missiles russes, et que ça venait de la Russie. Je ne vois pas, à moins d'être stupide, quel intérêt la Russie avait à faire ce genre de choses. Voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, on est un peu revenu à la raison. Et on nous dit aujourd'hui que c'est vraisemblablement des missiles ukrainiens donc, qui ont été perdus, ou en tout cas qui ont quitté leur trajectoire. Et on y reviendra évidemment quant aux attentions aussi de M. Zelensky. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer d'entraîner tout le monde vers la guerre? C'est tout à fait ça d'ailleurs, hein, parce qu'avec l'OTAN, mais heureusement que l'OTAN est quand même tempère les choses. Ah bah oui, non mais au bout d'un moment, ils n'ont plus trop le choix quand ils se rendent compte de qui est à l'origine. Je veux dire, si ça avait été la Russie, ils auraient peut-être moins tempéré. Hein, voilà. Ouais, mais bon. Donc on en reparle dans un instant. On va passer un coup de fil à Emmanuel Dupuis qui fait la tournée des plateaux. Je le chope entre BFM et France Info sur France Maghreb 2 dans un instant. Emmanuel Dupuis pour nous donner un petit peu les dernières informations sur cette réunion. Aussi les ambassadeurs des ministres aussi de l'OTAN sur ce sujet parce qu'il y a inquiétude forcément. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Sonia Bebrek, avec Nasser Lagili et comme annoncé, nous sommes en direct avec Emmanuel Dupuis qui est avec nous, président de l'Institut de prospective de sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Christophe. Bienvenue. Alors évidemment, on est au lendemain d'une information importante, capitale, peut-être même pour la suite de cette guerre en Ukraine qui avait débuté au mois de février dernier. Un pays de l'OTAN a été touché par des missiles, comme la Pologne, bien entendu. Le bilan est quand même de 2 morts. Quelles conséquences, au lendemain et à froid, j'ai envie de dire, de cette information, quelles conséquences faut-il s'attendre au vu des éléments que vous avez en votre possession, Emmanuel? Bon, déjà, il faut se féliciter de la réponse rapide, de la réponse diligente et je crois convergente de la part de la communauté internationale, appelant à la prudence pour bien vérifier de quoi il s'agissait. Est-ce qu'il s'agit d'une action délibérée de la Russie? Vraisemblablement pas. Est-ce qu'il s'agit d'un tir accidentel de la Russie? Vraisemblablement pas non plus. Ou est-ce qu'il s'agissait d'un tir de réplique de l'Ukraine? Tous les éléments semblent converger vers cette affirmation, vers cette conclusion. Il est un petit peu tôt encore, parce que l'enquête n'est pas totalement conclusive. Il faudra attendre la fin de la réunion des ambassadeurs de l'OTAN qui se tient aujourd'hui et qui devrait donc aboutir à une déclaration déterminée, en tout cas ferme et déterminée de la part des 30 ambassadeurs donc, qui se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. En tout cas, il y a une certitude, c'est que ce n'est pas une action délibérée. Donc là où certains ont voulu voir le risque d'une entrée en conflit de pays de l'OTAN, singulièrement celui qui a été ciblé, la Pologne, qui est membre de l'organisation de l'Alliance Atlantique depuis 1999, n'est vraisemblablement pas à l'ordre du jour. Donc tout le monde a appelé à la prudence. Le président polonais Andrzej Duda, le président évidemment américain, donc qui attendait les résultats de l'enquête, jugeant, je cite, improbable que ce missile ait été tiré depuis le territoire russe. Et puis la dernière décision en date, évidemment celle du président Emmanuel Macron, à l'occasion de la conférence de presse à l'aune du G20, qui a appelé à ce que toute l'enquête, que la vérité soit faite par rapport à cette enquête qui, pour l'instant, n'est pas encore rendue totalement définitive. Est-ce que c'est pas une prudence un peu de gêne qui apparaît, puisqu'on s'est aperçu très vite, enfin plus tard dans la soirée, que visiblement ce tir était certes accidentel, mais qui provenait d'Ukraine. Est-ce que la prudence aurait été de mise et de rigueur s'il avait s'agi de la Russie, Emmanuel Dupuis? Ben non, s'il s'était agi de la Russie, on serait dans une autre configuration. On serait dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui incite à la sécurité collective et donc l'assistance mutuelle de chacun des pays, que chacun des pays doit par rapport à un pays agressé. S'il s'est avéré, ou s'il s'avère que c'est un missile russe qui a frappé et singulièrement tué des ressortissants polonais, on est dans une autre configuration que celle d'un tir accidentel d'un système antimissile, d'un missile de fabrication russe, le S-300, mais opéré par les forces ukrainiennes. Donc il y a effectivement à la fois de la gêne de la part de l'Alliance, parce que le président Zelensky a amené tout le monde dans une direction qui n'est pas celle qui, in fine, prévaut,
c'est-à-dire la culpabilité, la certitude de la culpabilité russe. Le président Zelensky a été très rapide, trop rapide me semble-t-il, à affirmer que le missile venait de Russie. Aucun fait, au moment où il a annoncé cela, ne tendait à le justifier. Donc il y a un peu une pusillanimité, comme on dit, de la part des pays européens, une très grande prudence qui contraste effectivement avec le discours officiel du président Zelensky. Est-ce qu'on peut appeler ça une gêne ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une façon de dire les choses autrement que le président Zelensky. S'il y a une conséquence à retirer de cet événement, c'est que à l'avenir, la parole du président Zelensky sera peut-être un petit peu plus concertée, ou devrait être plus concertée, avec les principaux intéressés, en l'occurrence la Pologne. Le président Andrzej Duda, je crois, apprécie peu, ou devrait peu apprécier le fait que ce soit un président ukrainien qui évoque une action qui se soit déroulée en territoire polonais avant que le président polonais ne s'exprime sur le sujet. Très intéressant ce que vous dites, Emmanuel, parce qu'on le sait, en ce moment ont lieu des pourparlers entre la Russie notamment et les États-Unis, je crois en Turquie, si je ne dis pas de bêtises. Pour autant, on voit une intention qui devient de plus en plus claire, en fait, de la part d'un président ukrainien qui ne va pas dans la direction de la paix, ou en tout cas n'en prend pas le chemin. Est-ce que je me trompe, Emmanuel ? C'est une perception qui est juste. Mais enfin, à un moment, elle n'est pas aussi limpide que cela. Premièrement, le président Zelensky a quand même lui aussi ouvert la voie à de possibles négociations. Dans le discours qu'il a prononcé dans le cadre du G20-1, puisque lui-même a exclu de facto la Russie, qui de jure ne peut pas être exclue du G20, il a semblé donner l'impression qu'il était ouvert. Il a d'ailleurs prononcé cette phrase en disant que l'Ukraine était toujours ouverte à des négociations justes, honnêtes et transparentes. En même temps, double langage, la Russie dit exactement la même chose. En même temps, il faut croire ni l'un ni l'autre, car in fine, ou de manière concrète, aucun des deux n'est prêt à aller à la table de négociation. Premièrement, l'armée russe n'est pas totalement défaite, et deuxièmement, une partie du territoire ukrainien est toujours sous souveraineté russe. Donc aucun des deux belligérants n'a intérêt à aller à la table de négociation aujourd'hui. Néanmoins, la communauté internationale se montre plus ouverte, certains diraient plus insistante vis-à-vis du président Zelensky, pour qu'il utilise une grammaire, un narratif, comme on dit, qui soit plus pacifiste, au sens littéral du terme, et moins belliqueux. Ça, effectivement, c'est une certitude. Alors, je vais prendre une question avec une autre direction, peut-être, pour être un peu plus clair. Est-ce que les dirigeants occidentaux ont, au travers de ce fait qui s'est déroulé hier et des prises de parole rapides du président Zelensky, vont peut-être prendre une certaine distance désormais ? Non, je ne le crois pas. Paradoxalement, il n'y a pas de distance avec le président Zelensky. Il y a par contre des divergences d'appréciation quant aux priorités. La priorité de la part des États-Unis, c'est premièrement de ne pas offusquer ou de ne pas fatiguer l'opinion publique américaine avec un président Joe Biden qui finalement sort beaucoup moins éreinté qu'on aurait pu le penser par rapport aux élections de mi-mandat. Il n'a pas perdu le Sénat et il a moins grandement perdu ou moins massivement perdu la Chambre des représentants. Donc il sort renforcé. De la même manière, ceux qui aspirent à la paix, le président Xi Jinping de Chine, le Premier ministre Narendra Modi d'Inde, le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, jouent sur les deux tableaux. Ouverture de négociations, certes, mais sans critiquer la Russie. C'est-à-dire, en gros, on en revient aux conditions de la Russie. Et donc je ne suis pas du tout certain que les Occidentaux ont eux-mêmes l'intérêt à mettre pression sur Zelensky. Ils ont besoin de mettre pression sur Vladimir Poutine. Et là-dessus, rien n'a changé. Ce qui s'est passé hier est encore une fois dramatique parce qu'il y a eu la mort de deux malheureux ressortissants polonais, mais c'est un épiphénomène. Ça n'a aucune espèce de portée sur la dynamique du conflit. Par contre, la chute de Kherson, le redéploiement des forces ukrainiennes vers le centre du pays, vraisemblablement l'ouverture ou la réouverture du front du Donbass, sont là un élément sur lequel la communauté internationale peut s'appuyer pour soit renforcer le soutien militaire, soit forcer le président Zelensky
à se montrer plus conciliant vis-à-vis de possibles négociations. Est-ce que c'est un analyste en ta personne, Emmanuel Dupuis, aujourd'hui inquiet ou optimiste? Ni l'un ni l'autre. Résolu à penser que ce conflit arrivera au bout de sa logique, ou plutôt de son illogisme, par la négociation. Évidemment, avec une singulière certitude, celle du fait qu'il n'y aura ni vainqueur, ni d'un côté, ni de l'autre, qu'accessoirement l'armée russe, qui a perdu la moitié de ses effectifs, est déjà vaincue, que l'Ukraine, qui a reconquis des territoires, ne pourra vraisemblablement pas reconquérir les 20% des territoires qui lui manquent, ou alors cela prendra des années, voire une décennie, et que, alors que l'on aspire tous à une résolution du conflit, la question c'est le quand. Parce que ce conflit arrivera évidemment à être résolu quand l'un ou l'autre capitulera. Pour l'instant, je ne vois ni la Russie ni l'Ukraine capituler. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, Emmanuel, d'être venu sur France Maghreb 2. On te voit partout en ce moment et c'est très bien. Il faut que je revienne sur votre antenne aussi. Oui, avec grand plaisir, Emmanuel. Tu es chez toi, tu le sais bien, mon Emmanuel. Merci beaucoup à très bientôt. Et si vous zappez un petit peu, vous risquez de le croiser, Emmanuel Dupuis. Alors, entre BFM, entre France Info, LCI, il est partout, notre Emmanuel, invité dans toutes les rédactions en ce moment pour nous parler notamment de ce conflit, de cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Emmanuel, et bon courage pour la suite. Dans un instant, on va en parler avec Nasser, avec Sonia et avec vous, chères auditrices, auditeurs. Après avoir écouté Emmanuel Dupuis, qui est quand même un connaisseur sur le sujet, voilà, un expert pour le coup, en sa qualité de président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, qui nous donne un peu sa vision des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même ce traitement des médias français. Où hier soir, lorsqu'on a appris cette info, évidemment, le premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait? On allume la télé. On regarde un petit peu ce qui se dit sur les différentes chaînes d'infos, en continu en l'occurrence. Et deux chaînes se sont distinguées, j'allais dire, via ce conflit, en faisant vraiment focus sur cette guerre en Ukraine, les chaînes de BFM TV et de LCI. CNews, cherchez pas, c'est que immigrés. Pour le reste, ils connaissent pas, il n'y a pas d'autre sujet. Et on avait l'impression quand même qu'hier, ils avaient trouvé leur coupable. Tout de suite, d'entrée. Que pour eux, c'était la Russie. Jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de lire un communiqué de la Russie en disant... non, nous on n'a rien à voir avec ça, et puis on dénonce par avance d'ailleurs la future propagande qui risque d'y avoir concernant ce fait. Et puis là très vite, on est très vite revenu un peu à la raison en donnant donc cette information comme quoi ces missiles auraient été tirés accidentellement, mais ils venaient bien d'Ukraine visiblement, des missiles russes, mais qui venaient d'Ukraine. Voilà, donc on a eu très peur, si vous voulez, effectivement, et comme l'a expliqué Emmanuel Dupuis, que les médias français aient raison, mais comme ils n'ont jamais raison, tant mieux à la limite, et que ce soit la Russie, là ça aurait été dramatique, mais quelle aurait été la stupidité de la Russie de vouloir faire ça, de taper sur un pays de l'OTAN. Voilà, en cette journée effectivement où ça a beaucoup bombardé sur Kiev notamment, où il y a à peu près 8 à 10 millions de personnes qui sont coupées d'électricité en Ukraine. On en reparle avec vous au 01 40 33 9000, Nasser Lajili et Sonia Mebrek. Pierre-Henri, on ne sait pas où il est. On va prendre des nouvelles quand même. On va demander ce qui se passe pour qu'il vienne un peu nous apporter sa mauvaise foi légendaire. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, votre rendez-vous d'actualité. On décortique l'actualité. Méfiez-vous des imitations. Voilà, l'original c'est ici, tous les jours 16h, 18h. Nasser Lajili, il est là. Tiens Nasser, l'équipe de Tunisie joue un match amical en préparation pour la Coupe du Monde au Qatar. Rappelons que la Tunisie est qualifiée. Absolument. Et jouera la Coupe du Monde. Et elle a gagné 2-0 d'ailleurs. Elle gagne ou elle a gagné? Elle a gagné. Ouais. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est fini le match. Et il y a eu combien de prolongations? Parce qu'il va falloir s'habituer au Qatar, notamment quand l'équipe du Qatar va jouer à des prolongations, des fins de match qui vont durer 20, 25, 30 minutes. Voilà. La Tunisie pour nous représenter. Oui, et le Maroc. Il y a aussi le Maroc, oui, tout à fait, deux pays, tout à fait. Voilà. Ah oui. Voilà. Oui, bien sûr. Pour le foot. Bonjour. Bonjour. Pour le foot, alors il y a deux équipes du Maghreb, le Maroc et la Tunisie. Il n'y a pas l'Algérie, dommage. Oui. Il n'y a pas l'Égypte de l'autre côté, c'est dommage. Oui. Et pour les pays africains, il y a deux pays, le Sénégal et le Cameroun. Oui. Et pour les pays arabes un peu plus lointains, il y a l'Arabie Saoudite. Et il y a bien sûr ça joue au foot
Ah, ben ils ont appris. Hein. Tu sais, tu descends du chameau, tu tires, tu marques un but. Ouais. Donc, France Maghreb 2 va réserver des chroniques à l'occasion de cette Coupe du Monde. Et on va suivre principalement les matchs de la France, du Maroc, de la Tunisie, mais aussi ceux de l'Arabie Saoudite et ceux de deux pays africains, Sénégal et Cameroun, en sachant qu'en gros, le Cameroun, la Tunisie, l'Arabie Saoudite et le Maroc vont tomber au premier tour. Donc, nous suivrons par contre tous les matchs de la France en espérant que la France aille au final. D'ailleurs, que vous êtes dans le même groupe que la France, la Tunisie. Oui, le 30 novembre. Oui. On viendra alors là, ça va être compliqué pour moi. On sera à la fois français et tunisien. On a la chance de pouvoir, représenter les deux. C'est ça qui est bien. Et derrière, d'être sportif, et quand une équipe joue bien, on lui donne trop. C'est le 30 novembre. Qu'est-ce que je vais rigoler. Et Messi... on verra, Christophe. Et Messi fait un pronostic sur le gagnant de la Coupe. Lionel, oui. Ouais. Alors, pour lui, il y a le Brésil, il y a la France et il y a l'Angleterre. Il n'a même pas mis son équipe, l'Argentine. Il dit ça comme ça quand il perd, il dit je l'avais prévu. Il se mouille pas trop, c'est ça surtout. Non mais Nasser, tu vas faire comment le 30 novembre? On sera tous là. Je vais tout simplement regarder le match. Comment ça, je vais faire comment? Ton cœur va balancer. Oui, non, mais il balancera pas, non. Tu ne peux pas choisir entre ton père et ta mère. Ah non, mais mon père et ma mère sont tunisiens. C'est bien choisi. Ça, c'est Camus qui avait... Alors, entre tes parents et tes enfants. Ça, c'est Albert Camus qui a vu ce problème. Entre mes parents et mes enfants, mes enfants sont moitié-moitié. Bah voilà. Ils sont algériens. En plus, ce que j'ai bien apprécié de Belmadi, d'ailleurs, c'est qu'il a envoyé un message fort à l'équipe nationale du Maroc et de la Tunisie et des pays africains en disant qu'il fallait les soutenir, il fallait les accompagner. C'est vrai, tout à fait. Et ça, je trouve que c'est très fair. Il a la même avis, la même opinion et le même avis que France Maghreb 2, puisque nous, on va soutenir ces quatre-là. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez, bien que l'Algérie ne soit pas présent au Qatar pour cette Coupe du Monde, qu'on verra des drapeaux algériens? Il y en aura toujours des drapeaux algériens. Il y en a déjà 3 qui sont arrivés. Il faut savoir qu'on est toujours partout. On est partout. Il y en a déjà 3 qui sont arrivés. Moi, le soir où j'ai sursauté de mon canapé, c'était vers 2h, 3h du matin. Je regardais un match comme ça en zappant, un match de hockey. Ah oui. En Angleterre, au Canada. Mais même quand il y avait Jabber, pareil. Non, ok, 3h du matin, avec le décalage. Et je vois un gros drapeau algérien qui sort d'un coup. Je dis, les Algériens jouaient au hockey. On aime participer, on aime être là. Bon, en tout cas, vous pourrez suivre cette Coupe du Monde au travers d'une chronique quotidienne sur France Maghreb 2 du 20 au 18 décembre, du 20 novembre au 18 décembre prochain. Et on en reparlera tout à l'heure. Il y en aura 3 ou 6 par jour. Oui, je précise qu'on en débattra tout à l'heure dans une battle, parce que c'est quand même une coupe de malaise, faut le dire. Ah bah oui, mais faut le dire, 3 humains... on en débattra tout à l'heure, mais juste une petite phrase, Christophe. Alors, les mêmes journaux qui ont dit boycott, droits humains, machin, sont en train de monter la sauce, et y compris donc les télévisions de foot, et le spot, et le prix est en train de s'envoler, et TF1 est en train d'annoncer, attention, on n'a pas beaucoup de place, c'est lui qui n'achète pas aujourd'hui, il n'achètera pas à la fin. Donc, mais pour autant, ça n'empêche pas quand même qu'il y a des réalités à dénoncer. Et on le savait dès lors que le Qatar a eu l'attribution de cette Coupe du Monde. Oui, mais de toute façon, tout le monde sait qu'il n'y a que les Arabes, les musulmans, qui ont des choses à être dénoncées. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Equisen et faire de la politique politicienne, mais moi, j'ai appris depuis quelque temps ce que j'imite, ce que disent les Occidentaux. Et j'oublie leur discours, parce qu'entre leurs discours et leurs actes, c'est pas l'océan Indien, c'est d'ici à l'océan Atlantique. Oui, enfin, vous connaissez aussi bien que moi, cher Tarek, pour avoir été par exemple à Dubaï. Oui. De quelle manière sont traités les Indiens, les Pakistanais et compagnie. Je veux dire, ça on l'a vu de nos propres yeux. Ils sont traités aujourd'hui. On va le faire simple. On est français aujourd'hui, Christophe. Oui. Ils sont traités aujourd'hui comme les Italiens en 1920 en France. Oui, donc c'est pas il faut du temps. Non, mais il faut du temps pour s'adapter, pour entrer. D'ailleurs, le Qatar, moi je suis pas très pro-Qatar politiquement, mais le Qatar depuis cette début de crise, depuis en gros 1 an, elle a supprimé la kafala. La kafala, c'est quand vous rentrez dans tous ces pays, vous donnez votre passeport chez votre employeur et vous ne pouvez partir du pays qu'avec son accord. Ils ont supprimé ça. Ils ont imposé un SMIC minimum.
Ils ont imposé un nombre d'heures de travail par jour maximum, au minimum comme on veut, et ils ont pris d'autres décisions sociales, notamment pour les hôpitaux. Donc au moins le Qatar, on l'a bousculé, mais elle a tiré la conséquence. Aujourd'hui, le travailleur du Qatar n'a pas la même situation que celui de Dubaï ou celui d'Arabie Saoudite. Alors on en reparlera tout à l'heure évidemment, et peut-on faire abstraction et suivre ce rendez-vous footballistique? Abstraction de toutes ces problématiques évidemment qui sont là. C'est pour ça que j'appelle ça une Coupe du Monde un peu de malaise, comme qui est un peu perturbante, parce comme ça que l'était déjà pour les Jeux Olympiques en Chine, comme ça l'était pour la Coupe du Monde de foot en Russie. Absolument, parce qu'on a été, je trouve qu'on est beaucoup plus sévère avec le Qatar. Oui. Alors que c'est il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Oui, aussi, hein. Mais surtout que cette décision de la Coupe du Monde au Qatar, elle date d'il y a 10 ans en arrière. 12 ans. Donc il y a 12 ans en arrière, personne ne parlait, personne ne disait rien. Alors qu'on savait que le Qatar n'était pas... Surtout ceux qui ont reçu qui ont été grassement payés par le Qatar. Oui, voilà. Et surtout ceux qui ont applaudi ceux qui ont applaudi à quatre mains le fait que le Qatar achète le PSG. Oui, et là, tout d'un coup, ils ont oublié. Ils sont très mal placés pour parler, je pense. Oui. Alors, il y a Ahmed qui nous appelle au standard 01 40 33 9000 avant que nous reparlions de choses beaucoup plus sérieuses que le Qatar. Enfin, bien que le Qatar soit très sérieux, attention. La vie des hommes est toujours important, effectivement. C'est comment il s'appelle? Ahmed, ouais. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à tous les invités de Ahmed, tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où, Ahmed? De Nantes. De Nantes? Ouais, je suis routier. De toute façon, je vous appelle en ce moment de Paris, mais bon, je suis d'accord, sur la route. Je suis un auditeur fidèle à toi, Christophe, et à ton émission, FDF, d'ailleurs. Et puis, j'ai une idée qui me chagrine dans la tête, il faut que je vous dise aujourd'hui. Je pense que la Coupe du Monde de cette année, elle est un peu spéciale. Trop critiquée, surtout par les Français, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Moi, je suis supporter français, je vous le dis. Mais ce qui me chagrine, c'est cette critique. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que les Qataris ont réussi à faire une Coupe du Monde beaucoup meilleure que les précédentes. Est-ce que c'est pour ça que les Français sont jaloux? Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin? Ils commencent à faire des trucs nanani, nanana, que les Qataris ont exploité les gens. Alors que ce matin, moi, en écoutant une chaîne d'infos, il y avait un petit bateau là pour les sans-papiers qui traversent la Manche, qui a demandé l'aide aux Français. Ils n'ont pas été donné l'aide à ces migrants. Oui, c'est une affaire qui remonte effectivement à l'année dernière, où un bateau apparemment de migrants qui était en train d'avoir des difficultés malgré les appels. Le fameux Viking. Non, c'est un autre, en mer du Manche, dans la Manche là, entre l'Angleterre et la France, il y a apparemment un bateau où il y avait des migrants à l'intérieur qui avaient des difficultés, ils ont sollicité la France n'a jamais répondu pour les aider. C'est ce qu'on a appris au travers d'une enquête d'ailleurs à lire dans le journal Le Monde. Ils ont laissé tomber, Christophe, il faut le dire, les choses comme ils sont, parce que moi j'ai entendu l'échange téléphonique entre les migrants, et ils l'ont passé ce matin dans une chaîne d'infos, je l'ai entendu. C'est pas pour ça d'ailleurs que j'ai appelé, mais je sais pas pourquoi les Français ils sont contre la réussite du Qatari à faire cette Coupe du Monde un peu spéciale. Je pense qu'il faut pas parler politiquement. Pourquoi politiser le foot alors qu'on aime le foot? Faut laisser le foot un jeu. C'était quelque chose qui rassemble le monde entier. Donc pourquoi aller nous séparer comme ça? Mohamed, pour politiser, Ahmed, excusez-moi, pour politiser, juste au passage, on va rappeler que l'équipe de Russie de M. Poutine était donc, j'allais dire, programmée pour aller jouer au Qatar. Et c'est scandaleux. Et puis, du jour au lendemain, elle n'y va pas. Bon, voilà, donc la démocratie politique, voilà. Mais mon cher ami, ils sont les bienvenus, les Russes qui viennent. Il y a des Russes qui sont contre le comportement de leur président. Ils sont pour rien, les pauvres. Non, ils sont russes, donc ils n'ont aucun droit. Voilà, c'est ça. Écoute, comme on les a exclus de l'Eurovision, comme on les a exclus de partout. Merci Ahmed, en tout cas, de ton appel. On en débattra tout à l'heure de ce sujet. Je sais que vraiment le foot, c'est quand même quelque chose qui passionne, Sonia, forcément. Moi, je suis une fan de foot. J'adore le foot, oui. Ah ouais, oui. On l'a trouvée. Elle s'appelle Sonia Mebrek. Non, mais comme beaucoup de femmes, je pense. On est beaucoup à aimer le foot. Surtout cet événement, la Coupe du Monde. Moi, je me rappelle de la première Coupe du Monde, de la première Coupe gagnée par la France.
Je peux vous raconter... En 98. Je peux vous raconter comment s'est passé toute l'après-midi et la soirée. Et le résultat est la rue de... J'habitais à la rue Hoche, du côté de Paris, vers Printemps. Et chaque fois que je pense football, j'ai les images devant moi comme si c'est hier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux choses qui me marquent. C'est les tours qui ont été abattus par les terroristes. Oui. Et ça. Et donc, il y a des choses qui restent. Quand on les a vécues, on les a vécues. Et c'est pour la vie. Bon, allez, dans un instant, retour à ce qui s'est passé hier. Tarek Mami, Nasser Lajili, Sonia Mebrek avec donc la Pologne, pays d'OTAN touché par des missiles qui sont... Alors, hier, c'était marrant parce que les médias disaient des missiles présumés russes. Oui. Aujourd'hui, on a changé. Hein. C'est des missiles ukrainiens. Non, il n'y a pas de présumé là. A priori, c'est ukrainien. C'est vraiment ukrainien. Vraiment ukrainien. Disent, oui, mais c'est un accident. C'est évidemment par erreur. Évidemment. On a totalement oublié. Alors moi, j'ai entendu des étoiles filantes. Ah oui, des étoiles filantes. C'est pas mal. C'était très surprenant d'entendre ça. On y revient dans un instant parce que c'est un événement important, évidemment, dans cette guerre en Ukraine qui intervient avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. On parle vrai ici. LGF, merci d'être avec nous en direct avec Tarek Mami, avec Nasser Lajili, avec Sonia Mebrek et avec monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, qui ne rime pas avec ponctualité, mon Pierre-Henri. Bonjour. On est en train de reparer la France. Bonjour. Ravi d'être avec vous et avec les auditeurs et auditrices surtout, de France Maghreb 2. Bon. Alors, c'est parti, soyons sérieux, quelques instants si vous voulez bien, pour parler de ce qui s'est passé hier. Pour la première fois depuis le mois de février que cette guerre a commencé, a débuté, un pays de l'OTAN a été touché par des missiles, la personne de la Pologne, un pays de la Pologne. 2 morts. Qui, au passage, pour faire de la provocation, n'aurait jamais dû rentrer dans l'OTAN, parce que dans les anciens accords moraux entre l'Union soviétique et l'OTAN devait s'arrêter à l'Allemagne. Mais bon. Bon, ça c'est un peu, ils ont un peu continué. Bon. Pour autant, très vite, je le disais, donc les médias et Zelensky se sont empressés très vite d'accuser la Russie d'être à l'origine... Zelensky surtout. Oui, Zelensky, absolument. Non, mais les médias français aussi. Hein. Je te jure, j'ai regardé hier, j'étais impressionné. Et pour tout de suite accuser évidemment la Russie d'être à l'origine de ce tir de missile, donc du côté de la Pologne. Sachant quand même, et rappelons que la Russie a bombardé massivement hier l'Ukraine, y compris Kiev, avec d'ailleurs des difficultés pour les habitants, parce qu'il y a pas moins de 8 à 10 millions de personnes qui sont privées d'électricité à ce jour, en sachant qu'en ce moment il fait très froid et ça va être de pire en pire là-bas. Pour autant, très vite on s'est aperçu, il y a une enquête qui a débuté, elle n'a pas encore totalement terminé, mais on est aujourd'hui arrivé à la conclusion, et la Pologne le dit d'ailleurs, qu'il s'agit très certainement d'un tir accidentel, donc ukrainien. 2 missiles russes, forcément. Mais donc ça vient de l'Ukraine. C'est un antimissile. C'est un S-300. Un S-300, voilà. Alors, Tarek Mami, pour commencer, au vu de ce qui se passe, de cette agitation, de ces dirigeants là qui se réunissent, les dirigeants de l'OTAN, aujourd'hui réaction de tous bords, politiques, Macron, Biden, président polonais, on voit que Viktor Orban est affolé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on a ces éléments-là, à l'heure où nous parlons, Tarek Mami? Alors, quand il y a une guerre, il y a forcément des balles perdues, comme on dit dans les batailles. Ça, c'est un. 2, si on se mettait du côté de l'OTAN exclusivement avant d'avoir toutes les informations, c'est bien sûr le méchant Poutine qui a tiré pour faire de la provocation et pour envoyer un message en pleine réunion de G20 pour dire « je ne suis pas présent physiquement avec vous, mais je suis sur le terrain et c'est moi qui dirige ». Quand on se met du côté plutôt russe, les Russes disent « nous, on sait ce qu'on fait, pour faire simple, on bombarde le territoire ukrainien et on s'arrête toujours à une trentaine de kilomètres pour qu'il n'y ait pas de débordement sur le pays voisin ». En réalité, Zelensky est là aujourd'hui pour mettre le feu dans toutes ces batailles. Il a été avant-hier à Kherson, la ville récupérée par les Ukrainiens, pour faire un discours. Et si vous ne le savez pas, il a mis 10 conditions pour faire la paix. Les 10 conditions en résumé. Pierre-Henri, ne sursautez pas, je vous vois bouger, donc vous attendez que je termine ma phrase, si vous permettez. Ah, mais j'ai encore rien dit. Non, mais vos gestes... Vous voulez dire que... attendez que je termine. Alors, les 10 conditions, c'est l'armée russe se retire de tout, y compris de la Crimée. L'armée russe, l'Ukraine ne reconnaît même pas les accords de Minsk.
et la Russie doit tout payer, toute la réparation de l'Ukraine. Bon, et avec ça, il veut faire la paix. Et en réalité, ma lecture perso, c'est que M. Zelensky est en train de réaliser qu'il est aujourd'hui un pion entre les mains des Américains et de tous ceux qui le soutiennent, puisqu'en définitive, on lui donne tout pour se battre, mais jusqu'au dernier Ukrainien et pas au dernier Français, pas au dernier Américain. Et donc c'est cette lecture-là que j'ai privilégiée, alors que les Américains aujourd'hui le poussent à négocier, les Français aussi, et quand on le pousse à négocier, c'est pour lui dire accepte le fait accompli, quand tu as perdu, tu l'as perdu, mais on arrête les morts. Vous avez oublié une condition, c'est qu'il ne veut pas parler avec Poutine aussi. Non mais oui, il veut parler avec les successeurs de Poutine. De Poutine, mais pas avec lui. Attendez, il attendra quelques années. Sachant que les éventuels successeurs sont peut-être encore plus rigides que celui-là. Merci Christophe. Oui. Poutine, au moins, il a vécu en Allemagne et il connaît un petit peu la mentalité occidentale. Le suivant, il va la lui jouer, j'allais dire, il y a mes amis algériens, tunisiens et marocains là, il va la jouer au patriotisme des pays du Maghreb. Ils vivent en France, mais ils partent de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, mieux qu'ailleurs. Donc voilà ce qu'il va avoir comme personnage en face de lui dans quelques mois ou dans quelques années. Qu'as-tu à répondre à la lecture de Tarek Mami, monsieur Pierre-Henri ? D'abord, moi, je voudrais rappeler que dans cette histoire, il y a un agressé, il y a un agresseur. L'agressé, c'est manifestement l'Ukraine. Depuis 2014, bien sûr. L'agresseur, c'est la Russie, qui est aujourd'hui un État quasi fasciste. Voilà. Bon, maintenant, il faut dire... heureusement, je sais pas, attendez. Une seule fois, je mettais après. Attendez. Heureusement que les mots ont un sens. Oui, ils ont un sens et je les assume. Que vous commencez l'histoire d'Ukraine. Vous voulez bien me laisser terminer? Je termine là. Je mettais après. Certes. L'histoire de l'Ukraine a commencé... Mais c'est quoi ce cirque? On va pas faire comme d'autres. Je termine un mot. L'histoire de l'Ukraine a commencé pour M. Pierre-Henri le 24 février 2022. Je crois que le mot fasciste est un peu trop fort. Eh ben non, je l'assume. C'est un État fasciste où la liberté... C'est vrai qu'en Ukraine, il y avait beaucoup de nazis, t'as raison. Mais pour autant, je n'absous pas, moi, l'Ukraine de ses propres turpitudes. Et je vais continuer. Cela étant, depuis le début de cette guerre d'occupation, je dis qu'on ne peut pas laisser à M. Zelensky le soin de dicter l'issue diplomatique de ce conflit. Et donc, hier soir, quand j'ai entendu Zelensky, je me suis dit d'abord que c'était une communication qui pouvait paraître, dans un premier temps, comme étant extrêmement habile, parce que je rappelle que l'Ukraine a vécu une journée noire hier. Une centaine de missiles se sont abattus sur les infrastructures du pays. Et finalement, Zelensky a sauté sur cet incident qui consiste tout simplement dans la défense anti-aérienne ukrainienne, de tenter d'intercepter les missiles russes. Et puis, il y en a un qui s'est abattu à 6 km de la frontière. Bon, voilà. Mais c'est très grave. Parce que, bien évidemment, il y a un article. Ce qui est grave, c'est aussi... de précipiter cette communication, parce que derrière cette affaire... De Zelensky, on est d'accord. De Zelensky, oui. Si derrière cette affaire, je rappelle qu'il y a la charte de l'OTAN, les articles 4 et 5, et qui obligent en réalité les membres de la coalition, de l'alliance, comme on dit, à intervenir si l'un de ses membres est attaqué. Et donc, heureusement que, d'une certaine manière, tout le monde a conservé son sang-froid, et que très rapidement, les services américains, d'ailleurs, ont dit non, c'est probablement un incident. Alors, après... soyons clairs, je ne vais pas dire derrière cela, je répète, Zelensky ne peut pas dicter seul l'issue diplomatique de ce conflit. Il faut se mettre autour d'une table, il faut trouver les éléments de la paix. Et je remarque aussi que Zelensky, au mois de mars ou au mois d'avril, disait qu'il était prêt à négocier avec la Russie. Et puis derrière, il a commencé à aller beaucoup plus loin en expliquant qu'il voulait récupérer la Crimée. Et puis il a rajouté effectivement qu'il ne voulait pas discuter
discuter avec Poutine. Ben, je suis désolé, quand on fait la guerre, on discute avec ses ennemis. Parce que sinon, avec qui fait-on la paix? Exactement. Donc, il y a un moment... Voilà. Et ben, tout ça pour dire quoi? Que nous sommes presque d'accord, Tarek Mami et moi. Oui, presque. Nasser Lajili, sur ce qui s'est passé hier. Non, par rapport à ce qui s'est passé hier, moi je pense que Zelensky il a perdu énormément de crédibilité envers tout le monde, envers tous les pays qui avaient autour, parce que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué directement la Russie en disant que c'est la Russie qui a lancé ces missiles. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est une communication d'acteur. Hein. Oui, mais je pense qu'il se rend pas compte qu'il est en train de se discréditer. Il est irresponsable quand on regarde bien. Il est irresponsable. Il y a énormément de monde qui commence à se poser la question si cette personne doit continuer à gouverner en Ukraine. Oui, alors ça, c'est au peuple ukrainien d'en décider. Non, mais d'accord. Parce que de la même manière qu'on n'a pas à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, nous n'avons pas à décider aussi du sort de l'Ukraine. Tout comme la Russie. Il y en a quelques-uns qui ont décidé pour l'Irak, pour la Syrie. Exactement. Moi, enfin, comparaison n'est pas raison, Tarek. Moi, ce qui me rend fou dans tout ça, c'est qu'on a l'Ukraine aujourd'hui qui... tu l'as bien dit tout à l'heure, qui reçoit 100 missiles hier par la Russie. Et pendant ce temps-là, on a un pays qui, ça fait plus de 60 ans qui est en guerre et qui, aujourd'hui, on n'entend pas un mot là-dessus. La Palestine, ça fait 60 ans qu'elle vit ça. Et 60 ans, il n'y a pas un mot dans les médias. Pas un mot qui est sorti pour expliquer qu'elle est en train de vivre une guerre qui est inacceptable. Aujourd'hui, on voit la différence. Et la plupart des gens des quartiers populaires, les Français qui sont dans les quartiers, ils sont en train de constater le 2 poids 2 mesures qu'il peut y avoir dans ce pays. Ouais, mais on te dira, et dans l'ensemble et dans le monde. Non, mais on peut pas dire que c'est pas la même chose. C'est la même chose. Il y a autant de morts. Il y a autant de morts. Et c'est des gens qui sont en train de souffrir. Ils sont en train de se faire coloniser. Chaque jour, il y a des maisons qui tombent là-bas sur place. Et on est en train de nous faire tout un smilchi. Je vous dis, je suis ni russe ni ukrainien sur cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on est victime de tout ce qui se passe. Parce que ce qui va se passer là après, on ne le sait pas. Personne ne sait ce qui va se passer. On est en guerre, mais on ne sait pas ce qui se passe. Déjà, allons vers un cessez-le-feu qui sera... Oui, mais alors ça, il faudrait voir avec le président ukrainien. On va faire avec un cessez-le-feu à la Pierre-Henry. C'est le président ukrainien qui ne veut pas négocier. Cessez-le-feu, pub. Oui. Avec nous en direct pour la suite avec Tarek Mami, avec Pierre-Henry, Sonia Mebrek et avec Nasser Lajili. J'ai tout dit, je crois. Sonia, t'as écouté tes petits camarades. Oui. Est-ce que toi tu es inquiète aujourd'hui? Est-ce que tu es inquiète? Moi je suis pas inquiète, non. Je pense qu'il faut laisser faire les choses. Mais juste ce que je voulais dire par rapport au président ukrainien, c'est qu'il n'est pas pour le dialogue. Et j'ai pas l'impression qu'il est pour la paix. Donc quand on refuse... Vous seriez ukrainienne, je ne suis pas sûr que aujourd'hui vous seriez complètement pour le dialogue. Je suis pas ukrainienne, mais je ne suis pas ukrainienne. Ni russe et ni ukrainienne, tout à fait. Elle est algérienne. Mais je rejoins Nasser par rapport aux Palestiniens. Je suis peut-être un peu plus palestinienne qu'ukrainienne, je vous le dis franchement. Et voilà, je trouve que c'est aussi un pays en guerre qui souffre, et il a raison Nasser de le soulever, on n'en parle pas autant, il y a aussi des morts autant qu'en Ukraine, et on en fait tout un pataquès pour l'Ukraine, on a fait tellement de choses pour ce pays, et je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Et je pense qu'on commence vraiment à ouvrir les yeux, enfin la France du moins, et je trouve ça navrant, mais je trouve qu'il faut vraiment que le président ukrainien un petit peu réagisse. Oui. Voilà. Peut-être qu'il y a 2 mots sur lesquels moi j'ai rebondi tout à l'heure, fasciste et pataquès. Tout à fait. On ne peut pas dire pataquès quand il y a des morts. Ouais, et on parle en gros de 100 000 morts de côté ukrainien, 100 000 morts côté russe. Donc là, c'est pas un pataquès, c'est des erreurs stratégiques de guerre, de vision du monde. On explique à longueur d'année que si Poutine n'avait pas attaqué, c'était l'armée de Zelensky qui allait rentrer dans le Donbass. Mais tout ça, c'est de l'histoire. Aujourd'hui... Et même le mot fascisme. Oui, non, mais le mot fascisme n'a pas été utilisé quand Poutine était accueilli en grande pompe dans les pays européens. Pour la suite, en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos savoirs, nous avons sur la table ce double standard que nous vivons au quotidien. Absolument. Effectivement, entre un peuple qui souffre depuis 70 ans, qui avait son pays passé de peau à peau de chagrin, et un pays qui va perdre 30% ou 20% de sa population. Non, mais je termine. Que pour moi, la règle qui veut qu'on arme
là je vais aller très loin, qu'on arme les Ukrainiens pour se défendre, pourquoi ne pas armer les Palestiniens pour se défendre et je sais que ça va trop loin. Non, mais je sais. Moi, je veux bien, mais comparaison n'est pas raison. Non, mais comparaison... Oui, d'accord. Non, mais je suis d'accord, comparaison n'est pas raison. Bon, bah oui. Mais donc, acceptons... Moi, je suis pour le respect des résolutions de l'ONU concernant la solution à deux États en Palestine, mais on ne parle pas de la Palestine, on parle de l'Ukraine. D'abord, il n'y a pas de résolution pour l'Ukraine. Il n'y a pas de résolution pour l'Ukraine de l'ONU, il n'y en a pas. Puisqu'il y a le droit de veto de celui qui tient le bâton. Mais question, c'est quoi l'ONU? Vous savez c'est le machin déjà le général. C'est le machin, mais c'est le machin qui est tout à fait indispensable. Oui, on en a besoin. C'est un lieu de discussion et de multilatéralisme, parce qu'on voit bien où les identités meurtrières nous mènent. Donc, on a besoin de l'ONU. Dans les différentes strates de l'ONU, sauf au Conseil de sécurité. Et je continue ma pensée. Pour moi, je suis pour réformer le Conseil de sécurité. Je suis d'accord. Mais pour moi, ce qui se passe au Yémen, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Irak, tout ça, nous devons être des êtres humains et avoir des normes juridiques pour tous. Parce que moi, que je me promène au Maghreb et en Afrique, quand je dis aux gens, je viens de France, ce que fait l'Arabie Saoudite au Yémen, on me répond tout de suite. Donc, vous êtes avec votre président Macron qui soutient l'Ukraine, qui ne soutient pas le truc. D'ailleurs, j'en termine là. Vous savez qu'il y a eu la semaine dernière un sommet qui s'appelle le sommet de la paix ou quelque chose sur Paris. L'année dernière, il y avait 17 chefs d'État africains. Cette année, il y en avait 3. Il y en a même un qui a osé dire à M. Macron, au président français, cette guerre est une guerre européenne dont nous, Africains, on paye le prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette conscience, cette conscience doit être partagée par tous, Pierre-Henri. Oui, enfin, c'est une guerre européenne et manifestement, elle se situe géographiquement en Europe et elle menace évidemment l'Union européenne en tant qu'entité politique. Après qu'il y ait... l'Union africaine qui paye le prix. Nous en payons tous les pots cassés. Après qu'il y ait une redistribution des cartes au niveau international, on le voit bien avec des alliances nouvelles qui sont en train de se nouer. Nous sommes dans la construction d'un nouvel ordre mondial. Ouais. Et celui-ci... Il se dessine sous nos yeux. Et celui-ci n'est pas forcément tout à fait favorable, y compris sur les terres, je dis cela et je mets beaucoup de guillemets, où nous avions l'habitude d'agir. Donc je parle notamment du continent africain. Mais de toute façon... il n'y a pas d'autre solution réaliste que la paix. Moi, je dois dire que je suis extrêmement agacé par tous ces commentateurs qui vont sur les plateaux de télévision et qui, jour après jour, expliquent qu'il faut, grosso modo, aller jusqu'à Moscou pour renverser Poutine. Enfin, il y a un moment où il faut quand même être sérieux. Raison, savoir garder. Oui, voilà. Bon, voilà. Juste petite réflexion par rapport à ce que disaient Tarek et Nasser, et même Sonia. Vous faisiez référence à la Palestine, vous faisiez référence au Yémen. Je pense que c'est tout à fait compréhensible dès lors que on appartient à une culture, par exemple, la France se sentent plus ukrainiens que palestiniens. Faut être très clair. Ils ont les mêmes voitures. Non, mais sincèrement, je veux dire, vous, par votre vécu, votre culture, vous vous sentez plus de telle ou telle chose. Ça peut se comprendre. Moi, j'ai jamais compris ce principe, mais on m'a expliqué que ça se comprend. Alors voilà, moi, je veux bien. Cher Christophe. Un attentat à One Trade Center aux États-Unis très gravissime. Ouais. Évidemment, ça fait focus. C'est normal, hein, c'est une grosse actualité. Ouais. Vous prenez la même chose, vous le mettez dans un pays beaucoup moins, j'allais dire, au Pakistan, on n'a rien à foutre. Voilà, faut le dire clairement. Alors, en ce qui me concerne, Christophe, sans aucune prétention, comme dirait Pierre-Henri et d'autres, j'appartiens aux anciens. Moi, je me rappelle qu'on se... Moi, je dis jamais ça. Moi. Non, mais il faut que je mette quelqu'un avec moi dans le panier. Il se croit jeune. Je veux pas tout seul. Il y a que vous, hein. Voilà, moi, il me faut bien un collègue. Nasser et moi, il y a un comparse. Voilà. En 77... C'est qu'il est plus vieux que toi, Tarek. Il est plus vieux que toi, Pierre. Non, mais c'est pas grave. Je suis plus âgé que lui, mais bon, je prends. Il n'y a pas de problème. Ça me gêne pas.
même si c'est pas vrai. En 77. Non mais moi j'ai pas de problème avec l'âge, les gars. Je connais des jeunes gens qui sont très vieux dans leur tête. Ils sont déjà grillés là. En 78, 77, 79, moi, Tarek Mami, j'ai participé aux manifs à Paris pour le soutien de Refusnik. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens savent ce que c'est que le Refusnik, mais Pierre-Henri, bien sûr, le sait. Je rappelle en un mot, Refusnik, ce sont les citoyens de l'Union soviétique de confession juive qui voulaient quitter ce pays pour aller où ils voulaient, notamment en Israël. Quand j'ai été manifesté, je ne me suis pas posé la question, donc je n'ai pas le double standard. Moi, j'estime que je salue ceux qui n'étaient pas algériens et qui ont soutenu l'indépendance d'Algérie ailleurs ou en France, parce qu'ils sont du côté de la justice. Et donc pour moi, c'est une question de justice que d'être du côté des Ukrainiens qui aujourd'hui sont en faiblesse, du côté des Palestiniens qui subissent depuis 70 ans, du côté des Yéménites qui n'ont pas cherché à faire cette guerre. Et donc c'est ça le principe, qui n'ont rien demandé. Et donc moi, ceux qui partagent avec moi cette vision, je suis heureux d'être avec eux. Les autres, ils sont libres d'être pro-X ou pro-Y. Alors, Abdel est avec nous au 01 40 33 9000 avant que nous changions de sujet. Bonjour, Abdel. Bonjour, merci Christophe de me donner la parole. Moi, je vais vous donner mon avis de français, qui est assez loin. Voilà, moi, je pense que le coup de l'Ukraine... Il faut savoir une chose, c'est que l'Ukraine sait que la Russie ne la lâchera jamais. Les Russes ne reculeront jamais. Ce sont vraiment des gens qui ont la tête dure, faut dire, des vrais guerriers. Et lui, il le sait. Donc, la seule façon pour lui de s'en sortir, c'est d'entraîner l'OTAN dans cette guerre, quitte à ravager, à faire disparaître la France. Il s'en fout. Et ça, il le sait. Donc, je crains que les coups bas, parce que pour moi, ça, c'est l'Ukraine, les coups bas, les petits attentats pour nous faire croire que c'est la Russie qui veut attaquer l'OTAN vont se multiplier. Et il y a un truc que j'ai entendu qui m'a terrifié, c'est que j'ai entendu qu'il y avait plusieurs milliers d'Américains en Pologne. Ça veut dire que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ces Américains vont se retrouver à la frontière de la Russie, et ça me fait penser que ce que fait Poutine est justifié. Imaginez que demain, les Palestiniens donnent l'autorisation à l'Algérie de se mettre à la frontière d'Israël. Je me demande, le comportement des Américains d'Israël sera le même que Poutine. Merci Abdel, c'est ton avis. Alors, dans la première partie, on peut peut-être poser la question, et je veux dire, pas inintéressante comme réaction. Je veux dire, on a une volonté peut-être entre guillemets, d'un président ukrainien qui veut entraîner avec lui l'OTAN, parce que son armée, il faut le dire, elle est complètement à la rue, et que évidemment, voilà, ils sont obligés de faire avec les aides importantes, massives des Américains. Sinon, l'armée ukrainienne, elle est complètement à la rue. Il faut le dire. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer, peut-être, d'entraîner l'OTAN pour que, ça se transforme finalement en une énorme guerre face à la Russie? Mais bon, ça ne marche pas pour l'instant, et tant mieux d'ailleurs. Mais pour le reste, ça appartient à Abdel. Voilà. Oui, mais dire que Poutine a raison de faire ce qu'il fait... Il y en a qui disent que Zelensky a raison de faire ce qu'il fait. Donc, si tu veux, il faut entendre les deux. Bouger et violer les frontières de pays souverains, ça ne peut pas être une solution. Ça ne dérangeait pas, Pierre, c'est ça qui est embêtant. Ça ne peut pas être... Les accords de Minsk, tout le monde les oublie. Oui, ça ne peut pas être une solution. Voilà, donc ensuite, moi je ne crois pas du tout que le coup de Zelensky de communication a fonctionné. Et nous étions un certain nombre à savoir dès samedi que des pourparlers de paix allaient s'engager autour du G20, et sous l'égide des Américains. Donc cela, Zelensky le sait aussi, les Russes le savent. Donc nous sommes aussi dans un scénario assez classique où chacun essaie à ce moment-là précis de marquer à la fois son territoire, sa force, etc. Moi, j'espère que de cet événement surgira
si ce n'est la paix, parce que je n'y crois pas beaucoup, la paix, elle est très difficile à trouver dès lors que Zelensky dit « moi, je veux récupérer la Crimée », que les Russes... Et oublier les accords de Minsk. Et les Russes disent « il n'en est pas question, c'est territoire intégral de la Russie ». Je pense que l'on peut en tout cas souhaiter un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de paix, mais il peut y avoir un cessez-le-feu parce que vous l'avez répété, vous l'avez dit, quand même, 100 000 morts de chaque côté. Ah oui, et une économie ukrainienne une qui vie est partie. Perdue est déjà une vie de trop. Et c'est un mort de trop. C'est complètement délirant. Absolument. Donc, qu'on dise cessez-le-feu, c'est le minimum qu'on puisse dire aujourd'hui. Puis ça ensuite, te va bien en fait d'arriver en retard. La diplomatie. Mais on lui a laissé le temps de rattraper la partie où il n'était pas là. Je trouve vraiment c'est vous qui... Tu t'embellis avec l'âge. Oui, enfin, c'est surtout vous qui me collez des avis qui ne sont pas les miens. Non. Pardon de faire dans la complexité. T'es jamais de mauvaise foi, Pierre. Jamais. Mais non, mais jamais. Mais vous êtes dans le binaire, mon cher Christophe. Noir ou blanc, non. Zelensky est l'homme juste et Poutine est le méchant. Vous avez même mis le mot fasciste. Donc, je redis que Poutine est un fasciste. Qui c'est qui fait du binaire là? Voilà, c'est pas binaire. C'est un système, le fascisme. C'est un système nous avons bien connu dans notre pays. Qui consiste à juguler toute opposition, qui consiste à massacrer des populations, comme ils l'ont fait, comme les Russes l'ont fait dans différents endroits. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé, aussi bien en Afghanistan qu'à Grozny, etc. Le tapis de bombe en Syrie. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Et le président ukrainien. Je m'appelle Bagdad. Est-ce que j'ai quelques amitiés avec... Excusez-moi. Et le président ukrainien, vous le considérez comment alors? Mais moi, puisque Poutine voilà un des rares points. Est un fasciste. Voilà un des rares points d'accord que j'ai, par exemple, avec Arnaud Klarsfeld. Et je vais vous dire lequel. Oh là là. Voilà. Et ben voilà, je vais vous dire lequel. Arnaud Klarsfeld. Oui. Il fait quoi lui d'abord? Vous savez ce qu'il demande, Arnaud Klarsfeld? Non. Il s'étonne en permanence que l'on n'interroge jamais les Ukrainiens sur le fait qu'il y ait en Ukraine un certain nombre de noms de rues au nom de fascistes et de nazis. Le fameux Bandara. Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, voilà un accord que j'ai avec Arnaud Klarsfeld. Oui, pourquoi ne demande-t-on pas à l'Ukraine de dénazifier aussi le nom d'un certain nombre de rues? Quand elle gagnera la guerre. Pardon? Elle le fera quand elle gagnera la guerre. Oui, personne ne gagnera la guerre. Allez, Klarsfeld, il faudrait déjà qu'il commence à ne plus être dans l'armée israélienne. Et en même temps qu'il fasse aussi son travail en Israël pour qu'il dénonce la politique de ce gouvernement qui a fait des assassins. C'est pas parce que je parle de Klarsfeld qu'il conseille à son père de ne pas aller chez Alliot-Marie pour être... Pas Alliot-Marie, chez Alliot. Alliot tout court. Chez Alliot, et expliquer que le RN change. C'est une connerie de première bourre. Donc il doit régler le problème à la maison avant de donner des conseils aux autres. On est d'accord. Arnaud, on est d'accord. Voilà, merci, stop, on est d'accord. C'est parfait. 17h14, on est d'accord. Quand même, ça... tiens, alors je voulais qu'on parle de l'Assemblée nationale, mais non, finalement, vu que vous êtes là et très en forme, j'ai une question à vous poser toute simple. Oui. Non mais il faut le dire, vas-y, l'Assemblée nationale. Non mais l'Assemblée nationale, de toute façon, on s'en fout. Ça m'intéresse. Ils font un spectacle, l'immigration, tout ça, ils sont pas d'accord, ils sont tous d'accord. Ça fait son show. Non, il y a une question qui m'interroge et qui est débat aujourd'hui, qui est limite une question sociétale. Sans revenir sur l'affaire Hanouna Boyard, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous êtes de ceux autour de ce plateau à dire que les politiques de droite comme de gauche ne doivent plus aller dans ce genre d'émission? Parce que s'ils y vont, ils sont invités, et s'ils répondent, c'est parce qu'ils acceptent d'y aller. Est-ce que les politiques ont leur place dans un talk show comme celui de Cyril Hanouna? Moi, je ne crois pas qu'on ait la place dans un talk show où l'animateur souffle dans l'anus d'un chien. Oui. Vous êtes sur France Maghreb. Oui. Eh bien. La radio des 7 à 77 ans. Donc il y a 7, 8, 9, 10. Oui, mais Hanouna, je suis désolé.
c'est le spectacle qu'il donne, en l'occurrence. Et c'est pas possible que des politiques, des responsables politiques puissent aller sur une télé-poubelle de ce genre. Et donc, il faut pas venir je vous conseille de ne pas y aller parce que sinon moi j'y vais pas. Et il va vous traiter de tous les mots qu'il a moi, traités pour le coup, Pierre-Henri, et pour le coup, il est j'allais vous dire, fidèle à ses principes, parce que la seule fois où il a été sur cette chaîne, c'est quand Balance ton poste, qui a été présenté par Karim Zeribi. Absolument. Qui est un ami. Absolument, voilà. C'est un ami. Karim Zeribi est un ami, j'y suis allé, et c'est la seule fois, sinon je refuse systématiquement d'aller dans une émission comme Hanouna, c'est pas possible. Très bien, donc pour toi, les politiques n'ont pas leur place. Nasser, est-ce que les politiques ont leur place dans une émission comme Cyril Hanouna, qui est regardée par 2 millions de personnes chaque soir? Je considère que oui, c'est important. C'est important, et Boyard aujourd'hui il a prouvé que il tient sa notoriété d'être allé faire le coup. Est-ce que tu peux laisser parler les gens? Oui, merci. Coupez-lui le micro. On est en démocratie. C'est quand même formidable. Coupez-lui le micro, dit Tarek Mami, alors qu'il m'a interrompu d'une manière absolument scandaleuse. Ça y est, commence. Ça, c'est Georges Marchais qui parle comme ça. D'ailleurs, vous savez que c'est aujourd'hui que c'est l'anniversaire de sa mort, à Georges Marchais. Ah oui. En 97. Que Dieu l'accueille. Voilà. Oui, et que Liliane refasse les valises. Dans un instant, je voudrais écouter Nasser Lajili et Sonia sur cette question. Et bon, Tarek, je disais tout simplement que j'étais favorable, parce que parfois, il est important d'avoir des politiques qui dénoncent ce qu'a fait Boyard. Ce qu'a fait Boyard, c'est de la saloperie. Sur la question de Bolloré, etc. Comment? C'est de la saloperie ce qu'il a fait, Boyard. Non, moi je considère. Non, c'est un coup monté ce qu'il a fait. Il est courageux pour moi. Mais courageux de quoi? Il est courageux, il est parti face à Hanouna. Mais ça l'a pas gêné quand il a pris les 6 700 € de Bolloré. Il a fermé ça fait 4 000 € sur 6 mois, c'est rien. Non, mais ça fait 3 ans. Il n'était pas du tout. Ça fait 800 € même pas par mois, donc faut arrêter. Bon, d'accord, ok. Faut pas déconner. Il aurait dû s'inscrire au RSI, il avait le même montant, il était tranquille. Et il pouvait Tarek, vous répondez à cette question avant qu'on passe à la battle dans un instant. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que les gens s'expriment. Dans un instant, Sonia. Oui, pardon. Et la pub, il faut faire rentrer de l'argent. Bah oui, attendez. Sinon, t'aurais un micro pourri. Voilà. T'as un micro qui marche. Pub, on est de retour très vite avec notre battle, la Coupe du Monde. Faut-il faire abstraction de tout ce qui se passe au Qatar, de cette Coupe du Monde un peu malaisante, malaise? Est-ce qu'il faut faire abstraction et regarder cette compétition footballistique qui commence ce 20 novembre? On en débat dans un instant, à tout de suite. Merci beaucoup et en non-stop évidemment avec vous pour le LGF de 16h à 18h tous les jours, avec aujourd'hui Tarek Mami, Pierre-Henri, Nasser Lajili et Sonia Mewak. Ça va ma Sonia? Oui, très bien. Ta première émission un peu mouvementée. Franchement, j'adore, c'est parfait. Ah ouais? Moi aussi. C'est super. Ouais, d'accord. Moi aussi. Oui. Alors, Sonia, puisque tu as la parole pour finir sur ce sujet, est-ce que, comme Nasser, tu partages l'avis de Nasser? Tout à fait. Moi, je sais pas d'ailleurs. Non, de Nasser, moi je partage. Aller dans ce genre tout à fait. Oui. Là, ça a été un exemple avec cette histoire où on a démontré que quand même, Bolloré avait quand même. Tu parles. Est-ce que tu peux la laisser parler, ça? Franchement, c'est incroyable. Raquel Carido, Raquel Carido, pour ne pas la nommer, Louis Boyard et tous les insoumis qui vont faire le numéro sur TMP, ils ont raison, évidemment. Et quand Hanouna a dit finalement vous avez été élu grâce à moi, grâce à cette, voilà. Mais vous avez le droit, les insoumis, de traîner la politique dans la boue et dans la poubelle. Oui. Vous avez le droit, les insoumis, de le faire. Mais ne venez pas vous plaindre qu'ensuite de prendre des coups de la part de ce petit voyou qui est Hanouna. Mais alors, qu'est-ce que vous dites par rapport aux émissions d'Hanouna qui a reçu justement les députés du RN et de toutes les parties dernièrement? Formidable. Voilà les soutiens de Hanouna. Formidable. L'alliance LFI-RN, formidable. Formidable, les gars. Il n'y a pas que les insoumis. Il n'y a pas que les insoumis, il n'y a pas que le RN, il y a aussi des députés de la majorité. Tout à fait. Et il y a aussi des ministres, à l'image de M. Darmanin, qui ont fait une spéciale, Schiappa, qui vient régulièrement. Oui. Il y en a d'autres aussi qui viennent régulièrement, des ministres dans cette émission. Oui, moi, j'aime pas la fange. Comment? Je n'aime pas la fange. T'aimes pas la frange? La fange. Ah, la frange. Et respect pour la nation française. Petite question. Oui, de Sciences Po. Oui. Est-ce que ceux qui regardent cette émission votent?
Bien sûr. Bien sûr. Que oui, et alors, ça veut dire ça. L'éducation. C'est une vraie question de fond, ça. L'éducation. Est-ce que les téléspectateurs de Cyril votent? Moi, si j'avais les moyens, je payerais le sondage chez l'IFOP. Et à 80%, à 87%, à 90%, ils votent pas. Ils sont là pour faire le show. Peut-être qu'on leur donne un petit billet. Et, ils disent, hier, je suis passé à la télé, parce que c'est un tour de rôle, et j'allais dire ce spectacle. Les Grecs, les Romains ont inventé, avant tout le monde, donnez-leur du pain, du vin, des jeux et des femmes des fois, et vous verrez qu'ils s'occuperont plus de politique. Excusez-moi, mais Halouna, on le critique peut-être, mais il a quand même dernièrement mis quoi je sais pas. Exposer des problèmes comme la petite fille qui est voilà Lola. Il y a eu quand même, c'est quand même important que dans ces émissions-là, on puisse parler de ces faits divers. Est-ce que les anciens que vous êtes pouvaient avoir un peu d'élégance et laisser parler les gens? Merci. Mais nous sommes tout à fait. Ça on le voit. Donc je trouve que quand même, il y a du bon sens. L'égalité des gens. Il y a juste une phrase de M. Hanouna qui sort de ses gonds et perce son conscient, et c'est l'inconscient qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis le premier pour soutenir le racisme. Oui, mais alors il l'a dit sur le coup de la colère. Il n'était pas dans son état. Mais ça vous arrive aussi de dire des conneries. Mais je pense pas que... Mais je les assume. Mais donc le vernis est tombé. Bon. Et il est payé pour faire ça. Bon, allez, très bien. Alors, on enchaîne, c'est parti pour la battle, on y va. Allez, c'est quoi? Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Croyez-moi que si je vois un Tarek Pami ou un Pierre-Henri sur le plateau de TPMP, vous allez m'entendre, les gars, je vous le dis. Ça, c'est vrai, moi aussi. Ça risque pas. Alors là, vous allez m'avoir sur le dos, je vous le dis. Crois-moi que je vais bien regarder. Tarek et moi, on ira au couscous, on ira où on veut, mais on n'ira absolument pas sur le plateau de TMP. Je répète, Christophe, ce que j'ai dit hier, le seul moment où je vis cette émission, parce que vous y étiez à une ou deux reprises, et quand on m'a dit Faiza Ben Mohamed y est. Je ne savais même pas que le lendemain, il a remis une couche de 2 heures avec des députés. Je l'ai appris en écoutant, comme dit l'autre, les médias sérieux. Oui, dont France Maghreb 2. La Coupe du Monde. Bah oui, au Qatar, vous le savez. Elle pose beaucoup de questions. On s'interroge. C'est un peu l'inconnu de cette Coupe du Monde au Qatar. Déjà, par le calendrier, quand même, il faut le dire, sa position dans le calendrier, la date en plein hiver, c'est jamais arrivé. C'est une grande première. Des choses inédites. On ne va pas revenir aussi sur la polémique des droits humains, mais cela reste à l'esprit. Et Hugo Lloris, d'ailleurs, qui a très vraisemblablement fera un geste qui sera fait par l'équipe de France pour défendre les droits humains. En allant sauver les bateaux des migrants du côté de la Méditerranée ou du côté de la Manche avant d'aller au Qatar peut-être. Alors il y a eu pas mal d'initiatives aussi qui ont fait beaucoup parler, des faux supporters qui défilent dans les rues de Doha avec le maillot du Brésil et le maillot de la France qui sont ni brésiliens ni français et encore moins supporters, des tenues vestimentaires qui seront strictes, les invitations de certains supporters, tout frais payés, cela fait débat, plus la climatisation, l'environnement, l'écologie et tout le tout-team et les déclarations politiques que l'on peut entendre à droite et à gauche. Du coup, cette question m'est venue. Est-ce qu'on peut faire abstraction de tout cela et profiter, j'ai envie de dire, d'un spectacle qu'on aime quand on est amateur de foot, à savoir de regarder cette compétition? Est-ce qu'on peut faire abstraction de tous ces éléments qui quand même posent problème à certaines personnes, posent problème de conscience? Alors, il ne s'agit pas d'appeler au boycott, parce que le boycott, il aurait fallu le faire au moment de son attribution. Et là, pas grand monde avait ouvert sa gueule à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans une configuration telle que... Alors tiens, pour commencer, Pierre-Henri, est-ce qu'il faut faire abstraction de tout ça et profiter du spectacle et regarder le foot sans se poser de questions? Moi, quand je regarde le foot, c'est-à-dire pendant 1h30, je ne me pose pas de questions, je regarde le spectacle. Mais quand même, avant, je fais remarquer que dans la longue liste que tu as énoncée par rapport à ce que fait le Qatar, ou ce qu'a fait le Qatar, il faut ajouter 6500 morts sur les chantiers
au Qatar. Alors et ça, donc, je vous mets, vous, et tous les journalistes qui le disent, au défi de sortir ces chiffres qui étant publiés par un journal anglais, et le mimétisme médiatique fait qu'il y en a un qui se lève pour dire... qui se lève, donc il n'y a pas eu de mort. Depuis 2018, on a arrêté le compteur à 6500. Je vous attendais là, mon cher Tarek. Parce que, en l'occurrence, moi aussi, je suis allé vérifier les chiffres qui m'ont étonné, parce qu'en 2018, on parlait déjà de 6500. Et donc, je me suis interrogé. Et j'ai interrogé un certain nombre d'organisations comme Human Rights Watch, comme Amnesty International. Et c'est parfaitement documenté. Alors, il y a eu 6500 morts au Qatar, et tous les morts au Qatar sont forcément dus au chantier, y compris les accidents de voiture. Oui. Non, mais vous avez le droit de minimiser, mais alors là... Je ne minimise pas la mort des hommes. Je suis un peu étonné. Puis alors, deuxième chose, je n'ai pas beaucoup apprécié pour ma part l'attitude d'Hugo Lloris, qui refuse, par exemple, de porter un brassard arc-en-ciel au Qatar, par respect, dit-il, pour la culture de ce pays, où je vous rappelle que l'homosexualité est passible de la peine de mort. Je voudrais vous rappeler que l'homophobie n'est pas un fait culturel, c'est une infamie. Et ici, une infamie criminelle. Donc, je trouve que Lloris ferait mieux de garder les buts de l'équipe de France et de se taire. Sur cette question. Voilà, sur cette question. Oui. Vous avez des normes internationales et vous avez des normes régionales. Et vous voulez vous imposer les normes. La peine de mort, je suis contre la peine de mort régionale à l'international, sans discussion, sans décision de l'ONU, parce que moi je considère que le mur doit être vert. Mais tous ceux qui disent ça n'a rien à voir, les droits. C'est ça. Je milite pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Et donc, je suis d'accord avec vous. Et bien alors, si vous êtes d'accord avec moi, à partir de ce moment-là, l'homosexualité qui est punie de la peine de mort au Qatar, pardonnez-moi, mais il faut quand même le dire. Et donc, moi, je ne suis pas pour le boycott de la Coupe du Monde, mais je suis... Enlever l'homophobie, excusez-moi, et l'homosexualité. En Chine, il y a la peine de mort ou pas? Mais la Chine, il y a la peine de mort. En Iran, il y a la peine de mort. Eh bien, l'Arabie Saoudite... Alors, pourquoi pointer le Qatar à la veille de la Coupe du Monde? Mais parce qu'il faut le pointer, parce que ce pays a une responsabilité. Oui ou non, il faut faire abstraction, Pierre. Non, il ne faut pas faire abstraction du contexte. Il ne faut pas faire abstraction pendant 1h30 et revenir pour les 24 heures. Ça reste un jeu. Il faut que ça reste un jeu. Bon, Nasser Lajili, est-ce qu'il faut faire abstraction de tout ça et regarder, profiter du foot? C'est simplement de la compétition, des matchs. Alors moi, je pense qu'il faut regarder les matchs, il faut regarder les festivités de ce moment-là. Même si on sait très bien, on sait très bien les difficultés, les problèmes qu'il peut y avoir dans ce pays. La question qui est posée... Ça te dérange que Nasser parle, Pierre? Tu le dis, hein? Non, mais dis-le, surtout pour raconter des conneries en plus. Franchement. C'est parce qu'il voulait faire Nasser, une allusion. J'expliquais que tout simplement qu'il fallait faire abstraction, faire en sorte que les matchs se déroulent correctement. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ça gêne que ça soit un pays musulman, le premier pays musulman qui organise une Coupe du Monde et qu'on commence à entamer toutes ces questions-là sur la question de l'homophobie, etc. Moi, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. C'est incroyable. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé terminer, monsieur Pierre-Henri. Pardon, Nasser. Juste, je répète encore une fois, on ne s'est pas posé les mêmes questions quand c'était la Russie qui avait organisé il y a 4 ans en arrière. On ne s'est pas posé la question quand il y a eu les organisations de Coupe du Monde en Afrique du Sud, au Japon. Et voilà. Et quand il s'agit du Qatar, là, il faut taper dessus. Et sachez une chose, c'est qu'en France qu'il y a la polémique. C'est pas dans le monde entier. C'est qu'en France. Ah bon? En France, il y a la polémique en France. Vous allez dans n'importe quel pays du monde. Qu'est-ce que fait le Danemark? Quand on parle de la Coupe du Monde, on regarde des festivités. On ne regarde pas ce qu'il y a autour. Et oui, je suis désolé. Si c'était le cas, on aurait dû se révéler. On aurait dû se révéler au moment où le Qatar aurait été désigné. L'attribution au Qatar, c'est une affaire de corruption par la FIFA. Justement, j'y viens. Est-ce que cette affaire aujourd'hui ne remonte pas? Parce qu'il y a beaucoup encore qui ont des comptes à régler avec M. Sarkozy, qui est l'un des acteurs de cette attribution. Je n'en sais strictement rien, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'attribution par la FIFA est manifestement
une affaire de corruption énorme où beaucoup d'acteurs ont été impliqués. Platini notamment. La Platini, alors Sarkozy, on arrête la liste là. Attention, la justice a absous Platini n'était pas du tout pour le Qatar au départ. Voilà. Après, l'argent fait taire. L'argent fait clair. Et à ce moment-là, les voix qui se sont élevées étaient relativement faibles. Aujourd'hui, elles sont un peu plus fortes. Moi, je suis de ceux qui disent il faut profiter de la Coupe du Monde pour y compris mettre l'accent sur ce qui ne va pas au Qatar. Maintenant, l'événement va avoir lieu. Je regarderai les matchs mais pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi on l'a pas fait? Je vous conseille un bon match le 30 novembre. Pourquoi on l'a pas fait quand c'était en Russie? Il y a des choses qui n'allaient pas en Russie. Mais on l'a fait. Mais non, faut dire la vérité. Et on l'a fait. C'était à moindre. Mais regardez et ne perds pas la mémoire, Nasser. On n'a rien fait du tout. Regarde, ça a eu lieu, mais pas comme aujourd'hui. Bon, Sonia. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, je vais regarder les matchs. Ça reste un jeu. Il faut que ça reste une Coupe du Monde. Et voilà, il faut être fier aussi du Qatar, parce que je pense que c'est comme la Russie, comme d'autres pays. C'est quoi votre joueur préféré? On t'en pose des questions. Dis-lui Benzema. Dis-lui Karim Benzema. Karim Benzema, ça c'est vrai. Et malheureusement, je dirais Zidane, mais il ne joue plus. Mais ça reste des joueurs. Zidane, Benzema. Benzema, oui, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Non, mais ça y est, Pelé. Dis-lui Giroud, il sera content. Giroud. Ah oui, bah Giroud, voilà, pour être hypocrite, je vous dirais Giroud, mais bon, c'est pas quelqu'un qui me... Voilà. Je préfère Benzema. Le 30 novembre, vous savez quel grand match on va vivre tous ensemble? Le 30 novembre. France-Tunisie. France-Tunisie. J'aimerais bien faire l'émission avec Pierre-Henri. Je viendrai aussi. Allez. Je viens. Bon, fin de cette battle. Très bien, vous continuez de voter. Et moi, je viendrai avec un drapeau algérien. Voilà, c'est ça, avec le drapeau algérien. L'Algérie, elle s'est fait sortir. Oui, ça va, Pierre, ça va. Oui, mais l'Algérie s'est fait sortir. Vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Elle s'est fait voler, l'Algérie. Elle s'est fait voler. Monsieur Pierre-Henri. Dans un instant, Mam, évidemment, pour sa chronique La belle histoire du jour, des génériques, et le quiz et le zapping. Écoutez France Maghreb 2, le LGF, l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire des génériques consacrée à un programme court que tout le monde connaît. Belle histoire des génériques. Histoire sans parole. 1964-1986. Un souvenir fugace, mais efficace. Parmi les temps jadis que nous gardons de la période bénie et glorieuse de la télévision française, voici un programme court diffusé pendant près de 22 ans sur la première chaîne et qui marquera durablement les esprits. Histoire sans parole, diffusée pour la première fois sur la première chaîne de l'ORTF puis sur TF1 entre 1964 et 1986, programmée initialement le dimanche midi après la messe à 11h45 et plus épisodiquement comme programme court, programme interlude comme on le disait à l'époque. L'émission, créée par Solange Peter, présentait une sélection de films burlesques en noir et blanc à l'époque héroïque du cinéma muet. Harold Lloyd, Harry Langdon, production Mark Sennett, Snup Pollard ou alors Laurel et Hardy. L'indicatif est quant à lui resté dans toutes les mémoires. Créé par Jean Wiener en 1964 sur la base d'une musique originale de Joseph Daly intitulée Chicken Reel, sa célèbre conclusion surnommée Shave and the Haircut est empruntée à divers airs populaires américains du 19e siècle. Je vous propose d'entendre ou de réentendre sans parole superflue ce générique mythique, Histoire sans parole, 1964-1986, première chaîne de l'ORTF, TF1.